Voilà, merci Olivier de nous avoir apporté de façon précise ce que représente encore une fois sur le territoire l'évolution de cette espérance de vie en bonne santé. Nous entrons maintenant un peu plus encore dans le vif du sujet en écoutant Éric Boulanger. Éric Boulanger est un jeune professeur d'université, si on prend par rapport aux statistiques qu'on a vues. Donc professeur université, professeur hospitalier, néphrologue et gériatre. Aujourd'hui, il dirige le pôle de recherche dans toute la partie de la gériatrie au niveau du CHRU. Il travaille dans une unité qui travaille sur la biologie du vieillissement, donc ce qui vieillit met au cœur de la cellule, les différents éléments qui la font vieillir. Et si vous voulez, il a beaucoup travaillé dans ce sens et il va ce soir nous parler d'un sujet étonnant. À quel âge commence-t-on à vieillir ? C'est vrai qu'on a des visions un peu théoriques sur les choses et je crois qu'il va nous démontrer que les choses sont nettement moins simples que ce qu'on peut penser et qu'elles méritent d'être prises dès la source. Mais je le laisse présenter ce beau sujet. Bonsoir Monsieur Richir, merci beaucoup pour cette super invitation de pouvoir partager avec vous les notions, les nouveaux concepts du vieillissement. Ça va très très vite. Toutes les semaines quasiment, on a des nouvelles choses qui sont publiées, qui montrent que la connaissance augmente tout à fait régulièrement. Alors je suis très content ce soir parce que ça va de mon plus jeune étudiant qui est dans le public jusqu'à ma très jeune maman de 72 ans qui est présente. Donc on a tout un éventail de vieillissement. Et puis il est important vraiment aussi de souligner que, comme vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Richir, je le dis souvent à nos étudiants, on est dans un des meilleurs endroits au monde pour être malade, mais également pour être en recherche et en soins en biologie santé. On a un des meilleurs systèmes de santé dans le monde. On a notre CHRU qui est souvent premier ou deuxième. On a l'Institut Pasteur avec une excellence énorme. On a l'université avec ses laboratoires. Donc on est vraiment dans un endroit exceptionnel et je pense qu'il est très très important de le souligner. Alors, dure question de répondre à qu'est-ce qu'un vieillissement réussi et à quel âge commence-t-on à vieillir. Alors cette photo, elle est assez connue, vous la retrouverez sur Internet et vous verrez que régulièrement, on différencie ou on oppose trois facteurs principaux du vieillissement. Les facteurs génétiques, ceux qu'on hérite et malheureusement on ne peut pas y faire grand-chose. Alors on est toujours dans l'espoir de trouver en dehors de maladies un gène de la longévité ou un gène qui raccourcirait la vie. Mais pour l'instant, les gènes qui raccourcissent la vie, on est dans la pathologie et pas simplement dans le raccourcissement de l'espérance de vie ou de la longévité. Donc aujourd'hui, il y a énormément de travaux. Le professeur Philippe Amouyel nous en parlera tout à l'heure. Il y a la génétique qui avance très très vite dans ce domaine. Après, on a les facteurs environnementaux. Et ça, on sait que c'est très très médiatisé. Des fois, l'impact, il est un peu très certainement exagéré ou en tout cas mal connu, mais on sait que l'environnement a une influence énorme sur notre vieillissement. Si on met la nutrition comme un facteur environnemental, vous savez très bien qu'avoir une mauvaise nutrition va faire qu'on va être plus malade et vivre moins longtemps, moins bien. Et puis il y a les maladies, là on est dans la vraie pathologie, et il est parfois un peu difficile de faire la différence, où est-ce qu'on est entre pathologie, facteur environnemental et génétique. Parfois, il y a les trois. Parfois, on met tout d'un côté. Parfois, on met tout de l'autre. Et c'est quelque chose sur lequel il va falloir qu'on progresse encore pour mieux définir qui est quoi et ce qu'on met à quelle place. Donc là, vous voyez, vous avez des jumeaux, deux messieurs qui sont jumeaux et deux dames plus jeunes. Et vous voyez qu'elles n'ont pas tout à fait la même apparence. Et là, c'est un vieillissement qui a été influencé par un facteur environnemental qui est le tabac. Donc les deux dames, elles ne vivaient pas dans le même endroit, elles étaient jumelles et puis elles se sont retrouvées un jour, une fumait et l'autre n'avait jamais fumé. Et pour les messieurs, vous avez ce monsieur qui a arrêté de fumer 15 ans avant lui, qui fume toujours. Donc c'est juste quelque chose, c'est un vieillissement qui se voit, mais imaginez à l'intérieur le facteur de risque de tomber dans la pathologie, notamment le cancer du poumon, et de tomber dans la pathologie, problèmes vasculaires liés au tabac. Là, c'est un vieillissement de l'intérieur, et puis ce sont des pathologies. Donc est-ce qu'on est dans le vieillissement ou la pathologie? C'est pas facile à mettre le curseur parfois au bon endroit. Donc les pyramides des âges, je pense que tout le monde est assez confident avec les pyramides des âges. Donc vous avez la première qui est à l'extrême gauche, c'est la pyramide des âges telle qu'elle était en 1945. Et on voit très bien qu'il y a un trou, c'est le trou de la Première Guerre mondiale, c'est les hommes et les femmes qui ne sont pas nés en 1945, on les retrouve ici, ceux qui ne sont pas nés pendant la Première Guerre mondiale. Et puis on connaît très bien
la pyramide des âges ici qui commence. Vous voyez la pyramide des âges en 1980 et c'est ce qu'on a appelé le baby boom. Les baby boomers, il y en a plein dans la salle. Ça va de 1944 à la première crise pétrolière, 1973. Et puis est arrivé ce qui devait arriver, c'est le papy boom. Donc là, on est en plein dans le papy boom. Vous voyez la pyramide des âges qui est ici en 2014 avec ici donc ce papy boom qui est là, qui est en train de présenter des maladies liées au vieillissement ou des maladies dont la fréquence augmente avec le vieillissement, je vais en reparler, mais c'est aussi de la silver economy et tout doit s'adapter et s'adapte petit à petit à ce baby boom qui rentre maintenant dans un âge forcément avancé. Et puis ce qui va arriver, c'est la projection 2060, c'est ce que j'ai l'habitude d'appeler le gériatrique boom. Il faut se préparer parce que vous voyez ici la pyramide des âges telle qu'elle était en France en 2007 et comment elle est programmée en 2060 avec ici cet écart pour les hommes et cet écart pour les femmes, des gens qui vont être âgés, voire très âgés. Et on a une pyramide des âges qui est tout à fait exceptionnelle dans le monde, avec les Allemands et ceux qui ont participé aux deux guerres mondiales. C'est-à-dire que dans les autres pays du monde, il n'y a pas eu ces deux trous des guerres mondiales. Et donc, on a un vieillissement qui est d'un seul coup assez brutal. Et on a fait un vieillissement, en revanche, de toute notre population sur 100 ans. Les pays émergents, les BRIC, Brésil, Russie, Inde et Chine, font le même vieillissement sur 30 ans. Avec un vieillissement croissant, ils n'ont pas un choc, ils n'ont pas un boom comme nous on a, et on devient un modèle pour eux, c'est-à-dire qu'ils viennent s'inspirer de notre gestion des aspects sociaux, médicaux, psycho, tout ce qu'on peut mettre sur une société. Ils viennent s'inspirer de ce qu'on fait ici en France. Donc on m'a parlé, moi gériatre et biologiste du vieillissement, de parler du vieillissement réussi. Moi je vais vous parler un peu de gériatrie, et c'est quoi la gériatrie? C'est le vieillissement pas réussi. Parce que par définition, nous, les patients, les sujets qui ont un vieillissement réussi, on ne les voit pas. Et donc voilà, c'est juste un petit iceberg pour vous montrer ce qu'est la gériatrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la gériatrie, c'est par définition un vieillissement pas réussi. Et un patient qui est gériatrique se présente souvent avec un problème ou deux, et puis en dessous, il y a tout ça. D'accord ? Et le glaçon, l'iceberg peut tourner, et en général, il y a un problème, et tous les autres, il faut aller les chercher, il faut aller les prendre en charge, il faut les gérer. Ça prend du temps, ça prend de l'argent, et puis surtout, il faut que la société s'adapte à tout ça, et puis il faut savoir le repérer, et puis, éventuellement, si on y arrive, le prévenir. Alors, il y a des choses à ne pas confondre. Je vous ai dit tout à l'heure, on a du mal à mettre parfois le curseur entre la génétique, l'environnement et la maladie, qui fait quoi, la poule, l'œuf, et ainsi de suite. Mais il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre, et je pense que c'est important de le souligner, c'est ne pas confondre les maladies dont la fréquence augmente avec l'âge et les maladies directement liées au vieillissement. Sinon, on arrive à un gros fourre-tout, et normalement, à 20 ans, on n'est pas malade, et malheureusement, en dehors du vieillissement réussi, à 70, 80, 90 ans et plus, on acquiert des pathologies qui fait qu'on devient malade. Et donc, c'est quoi une maladie dont la fréquence augmente avec l'âge et c'est quoi une maladie qui est directement liée à l'âge? La maladie dont la fréquence augmente avec l'âge, c'est que l'âge est là, l'âge fait que la fréquence de la maladie va ou risque d'augmenter, mais en revanche, l'âge n'est pas le facteur de risque unique, n'est pas le responsable unique de la pathologie. Et comme exemple, on peut mettre le cancer. On sait très bien qu'on a plus de cancer à 80 ans qu'à 20 ans, mais il y a d'autres facteurs de risque que l'âge. Il y a le tabac, l'exposition au soleil pour les mélanomes et ainsi de suite. Et on peut prendre beaucoup de pathologies. Vous voyez, j'ai cité l'AVC, mais plein de pathologies peuvent être comme ça, des maladies dont la fréquence augmente avec l'âge, mais pas directement liées à l'âge. Et c'est quoi les maladies directement liées à l'âge? Ce sont des maladies dont le facteur de risque principal aujourd'hui, ou le facteur de risque unique aujourd'hui, est l'âge. Par exemple, la maladie d'Alzheimer, on connaît certains facteurs génétiques, mais aujourd'hui, c'est l'âge qui est le principal facteur de maladie d'Alzheimer. On connaît également la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA, on voit la pub à la télé, vous savez, il y a une tache noire où il y a les lignes verticales qui deviennent un peu ondulantes. Ces maladies, aujourd'hui, sont des maladies totalement liées à l'âge, puisque le facteur de risque principal, voire unique, en est l'âge. Une autre chose sur laquelle il faut faire attention, c'est de ne pas mettre tout le monde dans le même sac en ce qui concerne les personnes âgées. On parle de vieillissement réussi, mais alors ça veut dire qu'après on parle de vieillissement pas réussi. Et c'est quoi? Je pense qu'il est important de souligner qu'on a aujourd'hui
de manière assez conventionnelle, trois classes de personnes âgées, bientôt une quatrième. On a les vigoureux, on a les fragiles et on a les dépendants. Les vigoureux, c'est ceux qu'on appelle en vieillissement réussi, vous les voyez ici, et puis vous avez les fragiles, et je vais tout de suite aller aux dépendants. Les dépendants, c'est ceux qui sont à leur maison très dépendants ou en maison de retraite avec beaucoup d'aide ou même parfois à l'hôpital. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est important de repérer aujourd'hui les fragiles. Le problème, c'est qu'en gériatrie, on n'a pas beaucoup de biomarqueurs. Ça veut dire qu'on n'envoie pas quelqu'un faire une prise de sang pour demander au laboratoire comment mon patient est vieux, comment il se situe ici. Ça n'existe pas. On n'envoie pas quelqu'un au scanner, sauf peut-être pour un scanner cérébral ou une ostéodensitométrie pour le vieillissement de l'os, mais en général, on n'a pas d'examen paraclinique, on a peu de choses qui arrivent à nous quantifier comment notre patient est âgé. Et donc, il est important de repérer aujourd'hui les fragiles. Donc, il y a toute une sorte de définition qui commence à apparaître sur les fragiles, c'est-à-dire un amaigrissement inexpliqué, une perte de la vitesse de marche, une perte de courage. Voilà, tous ces critères sont en train d'être définis, mais aujourd'hui, on a beaucoup de mal et les médecins doivent repérer la fragilité. Nous, les gériatres, on ne les voit pas, ces patients. C'est en termes de population générale, donc c'est vous, un jour, de vous repérer vous-même ou de repérer autour de vous quelqu'un qui est en train de pas dire basculer parce que le mot n'est pas très joli, mais de devenir un peu vieux, un peu trop vieux. Et à ce moment-là, c'est important, c'est un vrai enjeu de santé publique parce que les patients qui sont fragiles, si on les repère et si on s'attaque vraiment à leur fragilité, on peut les remonter, c'est réversible, on peut les remettre chez les vigoureux. Malheureusement, pour les dépendants, on n'y arrive pas. Et donc, il y a en plus, maintenant, je vous disais tout à l'heure, en plus de ces trois types ou trois niveaux de personnes âgées, on a les préfragiles, mais je dis juste le nom parce qu'après je vais perturber le message. Mais en tout cas, il faut retenir que quand on parle de silver economy, de troisième âge, de personnes âgées, c'est pas du tout la même chose et il faut différencier tous ces états ou tous ces stades, c'est important de le dire. Alors pourquoi c'est important? C'est quoi la différence entre un fragile et un vigoureux? Vous savez qu'on va rentrer dans la période des grippes, hein, ça va commencer. Et vous voyez ici que vous avez les trois types de personnes, les vigoureux, les fragiles et les dépendants. Et puis vous avez un seuil ici où on devient vraiment dépendant là. Et là, vous avez quelqu'un qui peut très bien être en vieillissement réussi, qui a 80, 85 ans, qui prend sa voiture, qui surfe sur Internet, qui vient ici ce soir, qui fait tout comme quelqu'un de 20 ans. Et cette personne, qu'est-ce qui se passe? Elle fait une grippe. Ben, pendant quelques jours, elle va perdre un petit peu en fonctionnalité, c'est-à-dire que la toilette, elle va être un peu plus succinct, on va moins s'habiller, on va pas sortir de chez soi, on va peut-être pas sortir de son lit, mais on va pas tomber dans la grande dépendance, à plus du tout savoir manger, plus du tout savoir se laver, s'habiller, et puis ça va pas durer longtemps, et le patient, il va remonter très vite là où il était avant. Donc ça, c'est un vigoureux. Le dépendant, j'en parle pas, parce que quand il fait un gros pépin de santé, malheureusement, c'est souvent une hospitalisation et parfois une issue qui n'est pas très joyeuse. En revanche, le fragile, quand il fait un pépin de santé, il n'est pas en vieillissement réussi, mais il est prêt à basculer s'il lui arrive une tuile, un pépin de santé, comme une grippe par exemple. Et vous voyez le fragile qui fait une griffe, pouf, ben là il ne sait plus du tout se laver, il ne sait plus du tout se faire à manger, il ne sait plus s'habiller, et puis ça va prendre un certain temps pour revenir à un état qui n'est pas du tout l'état antérieur. Et le patient, après ce pépin de santé, qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu en autonomie. C'est-à-dire qu'il faisait sa toilette tous les jours tout seul, et bien maintenant, il ne sait plus se laver les pieds. Donc s'il a un conjoint ou une conjointe, ça va aider, mais sinon, il faut faire passer une infirmière. Et puis, c'est moins drôle. Si on dépend de quelqu'un pour se laver les pieds, le moral est moins bon. Et puis, on commence comme ça à avoir plein de signes de vieillissement, et le patient, encore le terme, risque de basculer dans un état qui est de plus en plus gériatrique avec des syndromes comme dépression, dénutrition, dépendance et ainsi de suite. Et donc voilà tout l'enjeu aujourd'hui de ne pas classer tout le monde dans le même sac des personnes âgées et de repérer les fragiles, mais encore une fois, on n'a pas de prise de sang, on n'a pas de scanner qui nous permet de repérer ça. C'est le tout venant, c'est à nous d'être attentifs aux médecins traitants, aux pharmaciens, à la population générale, pas les gériatres, parce que nous, la plupart du temps, on ne les voit pas ces patients. Alors vous allez me dire, mais tu vas répondre à la question, on t'a demandé à quel âge on commence à vieillir. Donc là, j'y vais. J'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles. Donc c'est quoi un programme de vie? Vous voyez qu'ici, on a la fécondation, on commence à exister ici, on se développe, on arrive à maturité. Là, on peut commencer à se reproduire, même avant parfois d'atteindre la maturité. Et puis voilà le programme de vie avec des termes comme longévité, longévité maximale, espérance de vie et ainsi de suite. Et donc là, ce qu'il faut voir, c'est que ça veut dire quoi vieillir?
À quel âge vieillit-on? Mais qu'est-ce qui vieillit? C'est le bonhomme dans sa totalité, c'est une cellule, c'est son ADN, c'est la fonction de la personne, c'est un organe. Et donc, comme moi je suis néphrologue de formation, j'ai pris, si vous le permettez, la fonction des reins. Et vous voyez que qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce qu'on devient insuffisant rénal? Quand est-ce qu'on a l'étiquette, ce patient, ce sujet a une insuffisance rénale? Et bien, ce sujet, il a une insuffisance rénale quand il a, alors ce qu'on appelle la clearance, c'est la fonction, c'est une manière de mesurer comment marchent vos reins. Et vous voyez que ici, le patient a une insuffisance rénale qui commence à peu près à l'âge de 70 ans. C'est vraiment ce qui va définir l'insuffisance rénale, et une grande partie de la population peut avoir une insuffisance rénale sans conséquence, rassurez-vous, à partir de l'âge de 70 ans. Mais vous voyez qu'à partir de cet âge, il a l'étiquette insuffisant rénal. Mais en termes de fonction rénale, quand il avait 20 ans, eh bien, il avait une fonction rénale quasiment à 100 quand il avait entre 25 et 30 ans. Donc là, il est insuffisant rénal, mais là, il a commencé à vieillir sur sa fonction. Là, il a l'étiquette de malade. Si on continue, donc là, c'était sur la fonction, ça se calcule. Là, on a une prise de sang pour un organe, un tissu bien particulier. En revanche, si on regarde sur l'organe en lui-même, avec l'avancée de l'imagerie médicale, on a pu comme ça quantifier le poids, la taille, le volume des reins. Et vous voyez que très tôt, ça commence, et qu'on commence à avoir un vieillissement rénal. Si on regarde le poids des reins, à partir de 20 ans, la taille des reins commence à diminuer très très jeune, comme vous le voyez ici, à partir de l'âge de 20 ans. Vous savez qu'on parle beaucoup en ce moment de flore intestinale, on appelle ça en santé le microbiote, et donc on s'intéresse également à ce vieillissement. Est-ce que ce nouvel organe qu'est le microbiote pourrait vieillir, pourrait avoir une influence sur tout l'organisme? De plus en plus, la réponse c'est oui. Et là, vous voyez qu'on s'intéresse au vieillissement, et si vous êtes en périnatalité avec l'allaitement, et puis dès qu'on passe à l'alimentation, pouf, vous voyez que les bactéries que l'on a dans son microbiote, c'est le caca en fait, c'est plus scientifique de parler de microbiote, mais vous voyez que ça change. Et qu'est-ce qui se passe? C'est surtout à partir de l'âge de 40-50 ans qu'on commence à avoir des changements dans le microbiote. Aujourd'hui, personne ne sait dire si ça a une influence sur quoi que ce soit. On dit souvent « fais marcher ta matière grise ». Et bien vous voyez qu'ici, quand on est gamin, on n'a pas beaucoup de matière grise et on a le maximum de sa matière grise à 45 ans. Et à partir de 45 ans, on commence à perdre de la matière grise. Si on se met toujours sur le cerveau, là on n'est pas sur de la cellule, on n'est pas sur de l'ADN. J'ai voulu vous faire des présentations simples et facilement abordables. Et vous voyez que ici, quand on parle du cortex latéral préfrontal, ça se situe à peu près ici, vous voyez que la taille de ce cortex, à partir de 20 ans, le volume commence à diminuer. Sur l'hippocampe, c'est plus à l'intérieur du cerveau, c'est là où se situe principalement la mémoire. Vous voyez que là, c'est pareil, à partir de 40 ans, on commence à vieillir. Les répercussions fonctionnelles, les troubles de mémoire qui se verront au tout venant, ça va apparaître plus tard, à 60, 70, 80, 90, mais on voit que sur le plan du tissu cérébral, du volume cérébral, le vieillissement commence parfois très tôt. Le vieillissement osseux, tout le monde connaît la fameuse ostéoporose, la fameuse fracture du col du fémur. Vous voyez que ici sur cette diapositive, vous avez la masse osseuse en intra-utérin quand vous êtes dans le ventre de votre maman, à la puberté, et vous êtes complètement mature ici à l'âge de 40 ans. Et à partir de 40 ans, vous commencez vraiment à avoir une masse osseuse qui diminue, ce d'autant plus que vous êtes carencé en vitamine D. Je vous conseille à tous de prendre de la vitamine D. On est tous carencés. Allez voir votre médecin demain. La DHEA, tout le monde a entendu parler, je pense, de la DHEA, le professeur Beaulieu, il y a une vingtaine, voire 25 ans, cette fameuse hormone de jouvence que l'on pense être une hormone qui permettrait de vivre plus longtemps. En fait, cette hormone, pour aujourd'hui, on ne sait pas très bien quels sont les effets. En tout cas, elle n'est sûrement pas prescrite contre le vieillissement. Elle n'est pas du tout rentrée dans la routine. En revanche, vous voyez ici les sécrétions naturelles de cette hormone de DHEA, qui est une hormone
comment on va dire, sexuelle, qui, vous le savez, quand on commence à la perdre, on a une perte de la libido, les cheveux, les poils, la peau, tout ça devient sec. Et vous voyez ici que le summum de la DHEA, on en a un peu à la naissance pour différentes raisons, et puis on a celui de la maman. Et puis, pendant la puberté, on a un super pic de DHEA. À 25 ans, on dit souvent c'est le bel âge, hein, les 20 ans. On a toutes ces fonctions, toutes qui vont super bien. Mais vous voyez qu'après, il se passe un déclin de cette fonction, de cette hormone qu'est la DHEA. Alors là, c'était des choses, déjà, vous dites, à 20 ans, ça y est, on commence à morfler. Mais j'ai encore mieux. L'épigénétique, pour vous c'est peut-être un peu compliqué. L'épigénétique, vous savez qu'on a des gènes, qu'on hérite d'un capital génétique de ses parents, et on s'est rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça que les gènes pouvaient avoir une régulation, certains d'être surexprimés, d'autres être sous-exprimés. Et donc toutes ces choses, notamment l'environnement, les maladies, qui peuvent faire que les gènes vont se surexprimer ou se sous-exprimer, vont faire qu'on peut parfois accélérer son vieillissement. Donc je reprends mon programme de vie, c'est le même que tout à l'heure, mais vous allez voir qu'on va aller un peu plus ici dans l'âge encore plus jeune. Et alors, les apports de l'épigénétique, la médecine légale a fait beaucoup d'apports récemment, c'est-à-dire que certaines fois, chez les cadavres, ils avaient du mal à non pas dater la date de la mort, mais de retrouver l'âge du patient. Quand il y a un cadavre qui a passé des mois ou des années dans de l'eau, par exemple, il a été très difficile de trouver l'âge des patients. Et donc, ils sont intéressés à toutes ces modifications épigénétiques que l'on peut avoir sur ces gènes. Et regardez ici ce qu'ils ont trouvé dans ce travail. Ils ont en fait démontré que, voilà, ici, vous avez l'âge chronologique, c'est l'âge que vous avez sur votre carte d'identité. Et ça, c'est les modifications épigénétiques sur votre ADN. C'est-à-dire qu'on peut aller voir sur votre ADN comment il a vieilli. Et donc, si vous êtes tout à fait normal, vous vous situez là, c'est-à-dire que vous vous situez sur cette droite, c'est-à-dire que votre âge sur votre carte d'identité correspond tout à fait à votre âge des modifications qu'il y a pu avoir sur vos gènes. Et en fait, vous voyez que sur cette carte, ils ont réussi à aller assez bas en âge et que ici, ces gens-là, ils font leur âge, puisqu'ils ont à peu près une correspondance totale entre leur âge de carte d'identité et leur âge biologique. En revanche, les patients qui sont de ce côté-là à gauche, ils ont un épigénome, ils ont une modification épigénétique plus vieille que leur âge chronologique sur la date, sur la carte d'identité. Donc en fait, ils font plus vieux que leur âge, et en revanche, ici, c'est pareil, ce monsieur ou cette femme a 70 ans, mais sur son âge biologique, il serait plutôt vers les 30-45 ans. Donc ça pourrait sortir un jour comme un marqueur de routine, c'est-à-dire vous pourriez aller demander dans quelques années, pas demain, n'y allez pas. La vitamine D, vous pouvez y aller demain. Mais ça, ne le demandez pas. Déjà, votre médecin, il va vous dire, oh là là, ça va pas bien. Mais vous pourriez aller demander, est-ce que je mérite l'âge que j'ai? Est-ce que je fais plus vieux ou est-ce que je fais biologiquement plus jeune que l'âge que j'ai sur la carte d'identité? Et vous voyez que ça peut descendre assez bas en termes de diagnostic d'âge biologique. Alors, à quel âge? J'arrête ou je continue? Je continue. Et c'est une des dernières diapos qui va vous démoraliser. D'accord? C'est ici les petites filles. Alors j'ai pris les petites filles parce que les femmes vieillissent toujours bien plus et il y en a marre. Donc j'ai bien voulu montrer qu'il fallait un peu égaliser et équilibrer tout ça. Et vous avez ici le vieillissement et la reproduction. C'est le nombre d'ovocytes qui vont aller à maturité. Et vous voyez qu'un ovocyte sur 1000 va aller à maturité. Et là, vous avez la naissance. Et vous voyez que les ovocytes commencent vraiment à être là entre 6 et 10 semaines in utero. Vous voyez que le maximum d'ovocytes chez une petite fille est au 7e mois in utero, et avant de naître, ça a commencé à diminuer. Donc vous voyez que même in utero, vous commencez à vieillir. Il y a des études récentes, et vous le savez, on voit que la fertilité diminue actuellement, qui montrent que les spermatozoïdes et les ovules sont eux-mêmes transmetteurs de marqueurs de vieillissement. Alors vous pouvez refuser, vous pouvez toujours essayer de refuser, mais il y a des choses, et le professeur Amouel va nous en parler, comment prévenir tout ça, et on peut aujourd'hui essayer de mettre toutes les chances de son côté, c'est-à-dire avoir un bon comportement, essayer de prévenir et de contrôler tous les facteurs de risque de maladie, mais ça on le connaît bien. Ne pas fumer, ne pas être exposé à de l'obésité, ne pas être exposé trop de soleil pour le cancer de la peau et ainsi de suite. Mais il y a aussi des choses que l'on peut faire, c'est ce qu'on appelle les facteurs de risque de mauvais vieillissement, et ça, on les connaît moins bien.
Il y a le vieillissement réussi, c'est quoi? Le vieillissement réussi, ça se réfère à un individu qui vieillit comme si l'âge n'avait aucune influence sur lui. Il garde ses capacités physiques, il garde ses capacités mentales, il est autonome et il est actif, notamment socialement. Après, il y a le bien vieillir. Et ça, c'est un mot qui sort très souvent en ce moment, le bien vieillir. Mais ça impose quasiment une norme, c'est normatif. Et en fait, ce bien vieillir, on a l'impression que si on ne rentre pas dans les cases de ce qui a défini le bien vieillir, et bien du coup, on vieillit mal. Et donc moi je pense qu'il est important maintenant de plutôt penser au vieillir bien, c'est-à-dire je peux être malade, je peux être handicapé, je peux être dépendant, mais je suis heureux. Et est-ce que ce n'est pas la finalité au final de vieillir bien plutôt que de bien vieillir ou d'avoir un vieillissement réussi? C'est de mettre ses propres normes à soi, c'est-à-dire comment je veux être et comment je serai bien et de s'en donner les moyens. Et donc c'est pour ça que moi je trouve que le mot vieillir bien, alors il est peut-être plus du nord que le bien vieillir, mais il faut faire attention de ne pas tomber dans du normatif qui nous imposeront des règles. La conception du vieillissement, selon la santé, c'est Monsieur Bouchon, vous voyez, c'est un Français, c'est pas très récent, c'est 1984, c'est ce qu'on appelle le modèle 1 + 2 + 3 de Bouchon. Vous avez ici la fonction d'un organe et vous avez ici l'âge. Vous voyez ici que c'est ce qu'on appelle en 1, c'est ce qu'on appelle le vieillissement physiologique, c'est-à-dire que ça vieillit un petit peu, mais on ne bascule pas dans la maladie. Là, vous basculez dans la maladie chronique, et là, si on reprend le rein tout à l'heure, là, ici, vous êtes insuffisant rénal, et puis vous pouvez avoir des accidents de parcours qui font que votre organe, par moment, il va faire une petite décompensation aiguë, mais ça va remonter, ça va aller mieux, mais en remontant, il ne va pas revenir aux valeurs antérieure. Ça peut être par exemple une insuffisance rénale aiguë sur une insuffisance rénale chronique. Ça peut être ici, je vieillis avec un cerveau qui va pas mal, mais qui vieillit quand même. Je ne tombe pas dans la maladie. Là, je suis en train de démarrer une démence et là, je suis dément. À partir de ici, je suis dément puisque j'ai passé le seuil d'insuffisance. Et vous avez le modèle 3, c'est je fais un épisode confusionnel aigu, c'est-à-dire pendant quelques jours, je suis hospitalisé, je perds tous mes repères, je dis n'importe quoi et ainsi de suite. Et je vais remonter, mais je ne vais pas remonter aussi bien que j'étais. Et donc, si on veut parler du vieillissement réussi, ce serait quoi le vieillissement réussi? Ce serait une nouvelle courbe que l'on pourrait ajouter à cette publication de 1984, c'est-à-dire que ce serait quasiment le 0 + 1 + 2 + 3 de Bouchon, où le 0, ce serait le vieillissement, l'âge n'a aucun effet sur moi, forever young. L'histoire du vieillissement, elle a beaucoup avancé depuis quelques années, justement avec ce qui se passe dans nos pays vieux, mais dans nos pays où la proportion de personnes âgées augmente, et puis surtout le papy boom qui arrive, qui fait qu'on doit vraiment faire beaucoup de recherches dans tous les domaines de beaucoup de sciences. Et vous voyez ici, je vous ai mis l'ordre de la vie, mais par contre, l'ordre de la prise en charge, l'abord, les concepts du vieillissement, ils vont dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, c'était les hospices, on prenait en charge la fin de vie du patient dément, qu'on ne savait plus du tout gérer à la maison. Et puis petit à petit, on a défini nos objectifs, c'est-à-dire les syndromes gériatriques qui se passent vraiment chez les personnes âgées, en dehors des problèmes d'organes, parce que ça, c'est le spécialiste d'organes qui va les gérer. Et puis, vous voyez qu'on est arrivé sur des concepts comme la fragilité. Et de plus en plus, et là, le professeur Amuel va nous en parler, on est maintenant sur la prévention du vieillissement et la prévention des facteurs de risque des maladies que l'on connaît bien, mais également la prévention d'un bon vieillissement ou d'un mauvais vieillissement, en tout cas de mettre toutes les chances de son côté pour bien arriver. Et ça, c'est pareil en termes de population générale, c'est pas forcément bien connu de savoir quels sont les facteurs de risque du mal vieillir. Et on parle souvent maintenant beaucoup moins de médecine anti-aging, anti-vieillissement, mais de vieillissement actif, c'est-à-dire j'ai décidé de vieillir bien. Et donc voilà ici la priorisation absolue, c'est un congrès qui a eu à Lisbonne il n'y a pas très longtemps, et en fait la priorisation absolue il y a quelques années c'était de tout faire pour rester à sa maison, et maintenant c'est pas ça, c'est tout faire pour rester mobile, parce que si vous êtes mobile, eh ben, vous aurez tout le reste. Donc j'aime bien cette photo, c'est les 5 biens du vieillissement actif. Je dis souvent aux étudiants en médecine, c'est par la main. Et vous voyez les 5 biens, c'est le bien dans ma tête, bien avec les autres, bien dans mon corps, bien manger, bien voir et bien entendre. Et on n'est pas du tout sur des concepts de facteurs de risque de maladie, on n'est pas sur des concepts de facteurs de risque de pathologie d'organes, on est sur le bien dans ma tête, c'est je garde une activité cérébrale, cognitive, je réfléchis, je fais marcher mon cerveau. Vieillissement,
actif avec l'activité physique que vous voyez ici. Je suis bien dans mon corps. Normalement, c'est marcher 30 minutes par jour ou les 10 000 pas par jour. L'activité sociale, je ne sais pas si vous avez écouté William Lémergie, ça m'arrive parfois lundi matin. En France, il y a 5 millions de personnes isolées, d'âges différents, ce n'est pas que les personnes âgées. Et l'isolement social fait que tout le reste va être malheureusement mis à mal. Bien manger, toute votre vie, on vous apprend à ne pas être diabétique, pas être gros, pas être obèse. Et puis quand vous basculez après dans le grand vieillissement, c'est tout l'inverse. Il faut manger et il faut garder un poids stable et faire rentrer des bonnes calories. Et puis bien entendre et bien voir, ça c'est pareil. Beaucoup de patients nous disent « Oh, bah, c'est pas grave, j'ai la cataracte, je vais pas aller me faire opérer, ça sert à rien pour ce que je fais. » Maintenant, c'est tout l'inverse. Si vous avez la cataracte et que vous voyez mal, qu'est-ce qui va se passer? Votre activité cérébrale, elle va moins bien marcher. Vous allez avoir peur de tomber, et puis comme vous ne voyez pas bien les gens, vous n'avez plus envie de les voir, et la boucle est en train de se boucler, et ça peut être un enchaînement d'événements qui vont faire que vous allez accélérer votre vieillissement. Donc la longévité, vous savez ce que c'est, hein, cocorico pour la longévité maximale dans le monde, puisque c'est la seule personne aujourd'hui qui a un état civil de naissance certain avec un état civil de date de décès certain. C'est Jeanne Calment qui a vécu 122 ans, 5 mois et 14 jours. Et j'aime bien cette photo parce que ce schéma ici, vous voyez, c'était ici l'Égypte ancienne. Hein, on mourait vers les 15, 20, 30 ans. Et puis petit à petit, on a augmenté. Et là, on avait l'impression qu'on allait arriver à l'immortalité un jour. Peut-être qu'on y arrivera, mais c'est une autre question avec beaucoup de débats. Mais en tout cas, cette diapositive, je la laisse parce que ici, c'est plus vrai. D'accord ? Les Américains, ils ont commencé à casser leur espérance de vie à cause de l'obésité, diabète, nutrition, sédentarité. Nous, l'an dernier, on a un petit peu cassé, c'est-à-dire qu'on gagnait 3 mois tous les ans. L'an dernier, ça a un petit peu diminué, donc on a hâte de voir les chiffres qui vont arriver. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est l'environnement, aujourd'hui, c'est pas forcément la médecine, mais c'est l'environnement et les 5 mains, les cinq doigts de la main, qui font qu'on n'arrive plus à gagner autant que l'on gagnait avant et que l'on a gagné. Et donc, je finirai par cette diapositive de joyeux anniversaire. C'est pas ma maman, mais c'est joyeux anniversaire à Emma Morano qui a fêté la semaine dernière, il y a une semaine exactement. C'est la doyenne de l'humanité, vivante aujourd'hui, qui a eu donc la semaine dernière 117 ans. Elle a connu 11 papes et elle a vécu 3 siècles puisqu'elle est née en 1899. Voilà, je vous remercie.